Tenir compte de l'existant, transformer des quartiers, des zones commerciales. On va parler architecture, on va parler régénération urbaine. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler à la fois d'architecture mais aussi de régénération urbaine. Manal Rachdi, bonjour. Bonjour Olivier. Architecte à la tête de Oxo Architectes et qui publie le livre éponyme Manal Rachdi aux éditions Skira, que l'on voit ici. Sharon Elbaz, bonjour. Bonjour Olivier. Président de Next City Heritage, spécialiste de la régénération urbaine qui accélère la décarbonation de l'immobilier en partant quasiment toujours de l'existant. C'est ce qu'on verra en détail, notamment sur des zones commerciales, mais aussi des quartiers. Et justement, peut-être question d'introduction à tous les deux, quel lien on pourrait établir entre l'architecture et la régénération urbaine? Manal. Alors c'est un sujet très passionnant. Moi j'ai une grande affection pour les sites, leurs histoires, ce qu'elles contiennent. Et on a une vraie réflexion à l'agence qui s'appelle l'architecture sensible du contexte. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'archéologie du lieu pour pouvoir créer le futur. Et la régénération urbaine, c'est vraiment cet état de fait. C'est-à-dire que les sites, ils ont une histoire. On part de cette histoire pour pouvoir développer le futur. On la prend en compte. Et on essaye d'amener les nouveaux usages, les nouvelles problématiques territoriales qui vont intégrer un peu la fonction future et pouvoir développer un peu les grandes lignes et les grandes stratégies futures pour à la fois l'urbanisme, l'architecture, les usages et la programmation future. Complémentarité entre les deux. Sharon. Alors, chez Next City Heritage, donc, on fait de la régénération urbaine et on transforme toujours l'existant. Donc notre attention est sur le déjà là, que ce soit un patrimoine bâti, que ce soit un patrimoine urbain. Manal a parlé de l'archéologie, que ce soit un patrimoine végétal. Et l'architecte est toujours notre premier partenaire, puisque la clé d'une transformation et d'une régénération réussie, c'est la conception. Quand on transforme et on réhabilite un bâtiment, on transforme un existant. Donc tout est dans la conception et notre premier interlocuteur, notre partenaire du quotidien jusqu'au bout du projet, c'est l'architecte qui va nous aider à trouver à la fois les meilleures solutions techniques pour transformer cet existant, parce que la technicité de la transformation est quand même plus élevée que quand on fait du neuf, et va nous aider évidemment à imaginer ensemble les meilleurs usages qui succéderont aux usages obsolètes qui étaient à l'origine de cette transformation. Donc l'architecte, oui. J'allais dire partenaire privilégié quand on faisait de la promotion en neuf classique, et encore plus central dans notre relation avec la régénération urbaine. Encore plus aujourd'hui, donc dans la régénération urbaine. Alors on va parler d'opérations emblématiques. On va commencer avec vous, Manal, notamment deux opérations. On fait un focus sur tout d'abord une opération à Paris. C'est la Cité de l'Innovation Sorbonne Université. On est dans le 5e arrondissement. On va avoir des images et vous allez nous commenter tout ce travail. Alors, la Cité de l'Innovation, c'est un incubateur qui est en cours de construction. On va être livré dans à peu près 10-12 mois. C'est un projet qui est très ancien. Ça fait 12 ans qu'on a démarré le projet. Et c'est l'ambition de l'université de garder ses chercheurs sur place grâce à cet incubateur, avec des laboratoires, des recherches, des lieux d'innovation. C'est un peu l'intérêt. Et il se situe au cœur de l'université, en face du parvis Mohamed V de l'Institut du monde arabe. Et c'est un lieu vraiment assez étonnant parce qu'il crée un peu la connexion entre différentes phases de l'évolution de Jussieu, la grille d'Albert, qui est en continuité avec ce bâtiment-là. Et l'idée, c'est de créer un espace qui est à la fois inclus dans l'université et qui s'ouvre un peu sur la ville, grâce aussi à son grand toit paysager accessible pour tous, pour pouvoir un peu profiter de la vue sur la ville de Paris qui est époustouflante à cet endroit-là. Et on est sur une surface de 15 000 mètres carrés, donc il y a tout ce lien avec aussi des conférences, cafés, librairies, espaces publics au rez-de-chaussée, puis on monte dans les étages et on a des vues magnifiques.
C'est ça, ça se structure avec une grande rue intérieure qui permet un peu de connecter un peu les différents programmes dont tu as parlé. Et aux étages, c'est plutôt la partie plus privative pour les chercheurs, des bureaux, des laboratoires qui s'ouvrent sur cette rue intérieure. Et sur le toit, on a d'abord le restaurant qui va être un lieu fantastique avec des magnifiques vues et ce jardin sur le toit qui va être un peu un lieu vraiment très accueillant et en même temps un lieu qui va développer une biodiversité, qui va développer aussi une richesse qu'on a anticipée. Ça fait quand même 12 ans qu'on travaille sur ces sujets de la végétalisation, de la 5e façade et ça c'est un vrai lieu pour ça. Très bien. Et puis deuxième coup de projecteur, alors là, direction Marseille avec Archipel et je crois que Nexity a un lien avec Archipel aussi. Alors Archipel. Alors Archipel, Nexity, effectivement un lien. C'est notre maître d'ouvrage sur ce projet très ambitieux qu'on a fait il y a 5-6 ans à peu près. Et là, c'est plutôt une régénération aussi de l'existant sur la préservation de la biodiversité. Le projet, dans sa base, a été de sauvegarder 80% de la biodiversité existante. On a supprimé quasiment que les arbres qui étaient en mauvaise santé et c'est dans ces lieux qu'on a réussi à implanter les bâtiments. Alors c'est un programme très riche parce qu'on a réussi avec Nexity à développer à la fois des lieux partagés, des terrasses partagées, on a des piscines sur le toit, on a des lieux d'accueil, on est vraiment dans une générosité de l'architecture et du logement. On l'a pensé avec des espaces extérieurs, il y a quasiment entre 25 et 30% d'espaces extérieurs, un peu comme ce qu'on avait fait sur l'Arbre Blanc, d'espace en terrasse. Les gens, ils ont depuis leur appartement 30% de surface en plus, ce qui fait que ça leur permet de vivre dehors. On avait anticipé le Covid, on avait anticipé tous ces lieux. Le Covid et les bâtiments se confondent véritablement avec le paysage. Alors l'idée pour moi, c'était que ces lieux-là reflètent la nature existante. Il y a une nature artificielle, une nature réelle. On préserve le réel et on reprojette l'artificiel sur les façades avec des façades réfléchissantes, tout en créant de l'intimité grâce à ces grands panneaux de protection. Le lieu, c'est aussi une réflexion sur une morphologie nouvelle du logement qu'on a inventé avec Nexity, c'est-à-dire qu'on est quasiment qu'avec des logements multi-orientés avec une ventilation naturelle. Il n'y a pas de 340 logements, il n'y a pas de climatisation, ce qui est une nouveauté. On est dans une innovation absolue avec des patios qui font vraiment ventiler naturellement l'ensemble et c'est étonnant. On l'a visité avec Sharon et des élus. En arrivant, c'est vraiment, on a l'impression à l'intérieur que c'est un climatiseur, quoi. Là, ce que vous aviez imaginé, pensé, Manal ? Ah oui, c'était ça le vrai défi, c'est-à-dire que malgré les crises, malgré le Covid, malgré les complexités, c'était de sauvegarder une qualité, c'était ces lieux de partage et ces lieux de vie communs. À la fois le logement comme un lieu commun à protéger et les espaces communs partagé avec l'ensemble des habitants et en gardant cette réflexion sur une nouvelle façon de créer du logement sans climatisation, en étant plutôt ventilé naturellement, revenir à des éléments presque basiques, j'ai envie de dire, mais en même temps très importants dans une nouvelle façon de concevoir le logement qui n'est pas standardisé, mais un logement qui est adapté au lieu, c'est-à-dire à Marseille, à ses usages, à ses problématiques. Quartier Sud, 8e arrondissement de Marseille. Je sens que Sharon veut intervenir. Beaucoup d'impatience. Manal en parle avec beaucoup d'enthousiasme. C'est évidemment le projet Archipel à Marseille, c'est une grande fierté pour Nexity parce que d'abord c'est un travail, c'est toute l'expertise de Nexity dans la régénération urbaine, mais 10 ans avant qu'on en parle. C'est Nexity Héritage et des expertises du groupe avec Nexity Grand Marseille. Le promoteur et la filiale locale, on a travaillé main dans la main avec l'architecte et la fierté c'est qu'on est arrivé au bout de la promesse que l'on avait énoncée il y a bientôt 7 ans, je pense, il y a quelques années. C'était un concours que nous avions remporté. Et c'est de la régénération parce qu'en fait, c'était un parc avec des bureaux d'une mutuelle. Et on était déjà dans la transformation d'usage avec un site tertiaire. Et quand on parlait de régénération, de la préservation de l'existant, là, l'enjeu, c'était de préserver ce patrimoine végétal exceptionnel. Et quelque part, tout le défi, ça a été, y compris au niveau technique du chantier, de travailler sur les vides.
et en préservant tout le végétal et puis l'architecture de Manal, toute cette sobriété dont il a parlé, adaptée au climat méditerranéen. C'est contre-intuitif de dire qu'il n'y a pas de climatisation à Marseille, etc. Mais on a travaillé effectivement sur à la fois la qualité des logements, et on peut montrer avec Archipel qu'on peut faire du beau. On n'en a pas parlé, mais l'architecture, c'est aussi du beau. C'est important, bien sûr. On fait, avec ces bâtiments magnifiques tout en courbe, c'est un projet assez exceptionnel à Marseille, tout simplement. C'est pas un projet standardisé, c'est un projet innovant techniquement sur toutes les facettes. Et on est très très fiers de ce projet qui annonce la régénération urbaine et qui montre un petit peu à la fois le savoir-faire et l'innovation chez Nexity. Alors justement, au-delà de ce projet... qui va avoir le jour, ça y est, quasiment, qui vient d'être livré. On vient de finir de livrer, et on rajoute, l'innovation, c'est aussi tout. C'est résidentiel, un grand quartier, mais avec tout ce qu'on peut trouver en mixité sociale, puisqu'on a du logement abordable, on a de l'accession à la propriété, on a du logement géré, puisqu'on vient de livrer le dernier bâtiment à nos amis d'Urban Campus, qui font ce qu'on appelle du build to rent, mais on en reparlera plus tard. Alors, justement, d'autres opérations menées en termes de régénération urbaine, s'il y avait d'autres exemples à donner, Sharon. Alors, la régénération urbaine, c'est la conception qu'on en a chez Nexity et qui a amené Véronique Bédag à créer Nexity Héritage, c'est de se dire que la régénération urbaine, cette transformation de l'existant, il faut la penser pas comme une niche immobilière, mais c'est une approche holistique, on avait dit, avec des termes un peu savants, mais c'est une approche globale. C'est-à-dire que la transformation de l'existence, ça peut être une friche, un site industriel, c'est un terrain qui est artificialisé. Évidemment, vous aviez parlé de décarbonation tout à l'heure, donc on préserve le bâti en réhabilitant, mais on transforme un foncier qui est déjà artificialisé, on peut créer du neuf, et on peut souvent faire à la fois du neuf et de la réhabilitation sur une friche artificialisée. Et tout ça, pour des nouveaux usages, on reprogramme des sites. Véronique Bédag a coutume de dire qu'on est un peu l'école de la deuxième chance de ces sites urbains. On crée... C'est une façon de rebâtir. Exactement, on donne une seconde vie, parce qu'une ville qui ne change pas d'usage, c'est une ville qui se nécrose. Donc on ne peut pas se dire on arrête de construire ou on réhabilite. Les usages évoluent, on a beaucoup d'exemples. Notamment là, je vois qu'on est dans ce que je vois. On voit densification, reconversion. Alors, c'est plutôt là, on est dans notre approche avec le portefeuille Carrefour, qui est intéressant. On travaille. On s'arrête 2 minutes sur cette opération Nexity Carrefour. Qu'est-ce que c'est? Nexity Carrefour, c'est une réflexion qui est globale avec le leader de la promotion, de la transformation urbaine, avec un des leaders de la distribution, qui réfléchit à l'avenir de ces magasins qui ont souvent des galeries qui sont obsolètes, donc un outil assez obsolète, et on réfléchit ensemble à comment faire muter ces sites de Carrefour monofonctionnels, avec des grandes nappes de parking, des sites très artificialisés, et donc on a signé un portefeuille, entre guillemets, de 74 sites à l'échelle nationale, en reconversion, qu'on est tous en train de les étudier, mais comme des projets urbains. Manal a insisté tout à l'heure, on est toujours dans la contextualisation. Donc chaque projet est un projet en soi contextualisé. On rencontre les élus avec Carrefour pour leur dire le magasin doit évoluer. Et le magasin de demain, il est plus monofonctionnel, il est inséré dans un tissu qui est beaucoup plus urbain, qui est beaucoup plus centré sur la mixité des usages. Et en densifiant, le paradoxe, c'est en construisant des bouts de ville sur ces parkings artificialisés, on renature ces sites. La régénération urbaine, c'est toujours de la renaturation et du changement d'usage. Et donc 12 000 logements, 120 000 mètres carrés de commerce, des bureaux, des activités, beaucoup de choses, en fait, toute cette mixité urbaine. Toute la ville. Toute la ville, quasiment. Et puis d'autres opérations, emblématiques que vous menez aussi en dehors de l'opération. La régénération urbaine au sens, friche à reconvertir, etc. La régénération urbaine, c'est aussi la transformation plus classique de l'existant, que ce soit du bâti, essentiellement de la réhabilitation. Un quartier ou une zone commerciale. Ça peut être de la réhabilitation, mais à chaque fois on ramène, même à l'échelle de l'immeuble,
qui était monofonctionnel, un immeuble de bureau qui devient obsolète. On a beaucoup de discussions sur l'avenir du tertiaire, les besoins en tertiaire, etc. Et on se retrouve avec des bâtis qui n'ont plus d'occupants, avec des bâtiments qui se dégradent, etc. Et quelle seconde vie on peut leur donner en termes d'usage. Donc on les réhabilite, et en les réhabilitant, on passe d'un immeuble fonctionnel, mais ça marche à l'échelle urbaine, mais ça marche à l'échelle du bâtiment, on ramène de la mixité des usages. C'est-à-dire qu'on transforme ces bâtiments obsolètes, soit des bâtiments administratifs, des bâtiments de bureaux, en multi-usages. C'est-à-dire qu'on ramène du logement, on ramène du logement, on a un socle qui est commercial, on ramène de la vie. Donc soit ce sont des bâtiments aux usages obsolètes qui sont des bâtiments récents, et évidemment la régénération urbaine, on y pense, c'est aussi tout ce qui concerne des bâtiments patrimoniaux. Et là, on est aidé parce que c'est vraiment un autre métier. On travaille sur des monuments historiques, on travaille avec des aides d'État qui sont des dispositifs fiscaux qui nous aident à absorber le coût colossal de cette transformation. On a des exemples, on a l'hôtel Ponsardin à Reims qui était tout simplement, ça se voit pas, à la fois un hôtel particulier du XVIIIe siècle, des bureaux un petit peu modernes qui étaient rajoutés, donc un site historique qui était le siège d'une chambre de commerce, qui se retrouvaient à l'étroit, donc changement d'usage, des bureaux qui sont inadaptés aux usages modernes, si vous voulez, du tertiaire. Et nous, on arrive là et on transforme évidemment dans les règles de l'art, avec les architectes du patrimoine et Bâtiments de France, l'hôtel particulier du XVIIIe siècle, on le transforme en logement, et on a transformé des immeubles. Un immeuble de bureau qui était plus récent, on le retransforme également en logement, c'est-à-dire on ramène un usage qui manquait, c'est-à-dire du logement. Et à Reims, au cœur de ville, il manquait du logement, notamment du logement, il y a du logement intermédiaire, du logement locatif. Et on a même réussi à rajouter du logement supplémentaire sur un bâtiment neuf. Alors, donc on a Ponsardin, on a Newton à Champs-sur-Marne, qui était un immeuble de bureau de la Poste désaffecté, et on intervient pour le transformer. Et là, on fait du co-living, de la résidence étudiante, de la résidence hôtelière, toute la gamme de ce qu'on peut appeler le résidentiel. Donc ça, on le voit, effectivement, sont des opérations quasiment sur mesure, véritablement, et qui sont pensées en termes de régénération urbaine. Oui. Mais Sharon, vous le dites, effectivement, on manque de logements. Les défis sont immenses. Comment produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables? Comment on fait ? Manal. La question, c'est une question, je ne sais pas si c'est une question facile à répondre, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille essayer de rendre le logement abordable dans la façon, on va dire, la plus technique du terme, c'est-à-dire réduire un peu le coût, réduire les surfaces, réduire les ambitions écologiques pour pouvoir le rendre abordable. Il faut ni sacrifier les usages, ni les surfaces, ni l'écologie, parce que le logement, c'est un bien commun qui doit être évolutif dans le temps, qui doit avoir une capacité de se transformer pour qu'il soit durable. Et je pense plutôt aller des réflexions plutôt sur qu'est-ce que la propriété. La génération d'aujourd'hui ne souhaite plus être propriétaire. Donc comment on peut faire évoluer cette propriété vers quelque chose qui différencie peut-être le foncier du bien pour pouvoir garder la qualité dans son ensemble. Et moi je suis plutôt dans une réflexion où on se dit il est essentiel que le logement ne soit pas sacrifié pendant une période de crise parce que les périodes de crise passent et le logement reste. Donc il faut avoir une réflexion sur du long terme et le logement, c'est du long terme. La régénération urbaine, c'est du long terme, ce n'est pas réduit dans le temps. Et donc il faut avoir cette capacité d'ouvrir la réflexion et pas subir ce moment-là, mais tout en continuant à produire du logement parce que c'est essentiel aujourd'hui de produire le logement. Sharon, oui alors. Alors, on va se rejoindre sur un point avec Manal, c'est qu'effectivement, produire du logement abordable, qui est un peu l'ADN de Nexity depuis sa création, si on produit du logement, c'est pour que ça réponde à des besoins et que les gens puissent y accéder sous toutes ses formes. On va se rejoindre sur un point, c'est que produire du logement abordable, c'est pas faire du logement low cost. Il faut être très clair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est tout le défi dans cette période de crise, parce qu'on va en dire deux mots, tout le défi, c'est effectivement à la fois de se produire ce logement abordable et en même temps de ne pas renoncer à la qualité de l'habitat.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc on a eu beaucoup de rapports sur ce qu'est le logement idéal, le rapport Girometti-Leclerc, etc. Bon, aujourd'hui, on est dans une période de crise que je me suis exprimé plusieurs fois sur vos plateaux sur le sujet. Véronique Bédag et l'ensemble de la profession, on a un sujet de solvabilité de la demande, c'est-à-dire que le besoin, le logement est un besoin primaire, ça c'est un fait. Et le rapport au logement des Français, Manal a raison, il est varié. Effectivement, chez les plus jeunes, on est plus ouvert à un rapport à la propriété qui est différent, mais le cœur de ce qui fait le rêve français, c'est l'accession à la propriété. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des liens, on en a déjà parlé, qui sont culturels à la retraite, etc. Donc cette demande-là, elle est très forte. Nous, on n'a pas de problème de demande, les gens veulent accéder à la propriété. Aujourd'hui, le contexte économique, la hausse des taux, etc., ont fait que leur pouvoir d'achat immobilier a été amputé de 30%. Les taux baissent un petit peu. Mais effectivement, ils ne peuvent pas y accéder. Donc tout le travail que l'on fait, et ça c'est un lien, on parlait tout à l'heure du lien entre architecture et régénération urbaine, main dans la main avec l'architecte, c'est comment on arrive à concevoir le juste équilibre, à vraiment. Optimiser, Oui. non, mais je veux dire, sans rien céder à l'exigence environnementale. La génération urbaine, on sait que par définition, quand on réhabilite, l'empreinte carbone est diminuée de 30%. Donc on produit par nature des logements vertueux quand on régénère. On travaille aussi sur les modes constructifs, donc on ne cède rien à la décarbonation. Ça, c'est une tendance lourde de notre activité. C'est un impératif. Oui, certains disent qu'il faut revoir, mettre une pause sur les normes environnementales, trop de normes, et puis des architectes qui disent mais non, on a besoin de cette exemplarité, on a besoin de ces normes. On ne sort plus de logement, on est en RE 2020, on passe en RE 2025, ce sont des logements vertueux. Le logement neuf, par définition, est beaucoup plus vertueux qu'on a un sujet d'existant, de stock, de passoires thermiques, etc. C'est comment on transforme cet énorme stock qui sont les passoires thermiques. Ça, c'est un vrai enjeu de société gouvernementale, etc. et qui n'est pas forcément le cœur de notre métier. La rénovation énergétique. Donc nous, on ne renonce, il ne faut pas de toute façon faire des concessions sur la qualité de ces logements, non seulement du point de vue de leur efficacité énergétique, que du point de vue de la qualité de l'habitat. On parlait le Covid, il y a avant et après le Covid, l'aspiration des espaces extérieurs, etc. Mais beaucoup d'études montrent que les gens veulent aussi pouvoir y accéder. Ça sert à rien de leur proposer un rêve qui est inaccessible. Donc, on travaille aujourd'hui, et là, c'est ce que je voulais dire, on travaille main dans la main avec les architectes, parce que je crois beaucoup à la créativité des architectes. Ils sont là, pas simplement pour dérouler des mètres carrés de logements standardisés, etc. On fait appel à cette créativité pour concevoir les meilleurs logements, optimiser, effectivement. Optimiser, ça veut dire quoi ? On travaille sur les plans de logement, etc., qui nous permettent d'avoir des logements qui soient compacts, mais qui ne donnent pas l'impression d'être des boîtes à chaussures, que les gens peuvent se payer. Et il y a beaucoup d'aides là-dessus, on y reviendra peut-être. On va avoir aussi, c'est un sujet politique, des municipales 2026, recul des permis de construire, des mises en chantier. Ça vous inquiète, Manal ? Alors c'est toujours la mise en cloche des projets urbains, architecturaux, dès qu'il y a des municipales. Alors l'architecture, c'est toujours du temps long. Les municipales, c'est des séquences. Et il faut s'inscrire dans les séquences. Il faut réussir à tenir et surtout à ne pas perdre les objectifs, parce que on a beau changer d'élu, de changer de maire, les objectifs environnementaux restent les mêmes. La condition de construction est la même. C'est prise de conscience, c'est sûr, c'est vraiment le sens de l'histoire, on y est. Moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je me bats pour qu'il y ait des règles environnementales, qu'on ait des objectifs carbone ciblés, et aujourd'hui, j'ai plus besoin de me battre parce qu'il y a, comme le disait Sharon, la RE 25, la RE 2020 qu'on avait derrière nous, maintenant c'est la RE 25, et donc on a des normes aujourd'hui qu'il faut suivre. Alors, peut-être que ça empêche de faire ce qu'on faisait avant. C'est peut-être bien, mais il faut s'adapter. Alors, est-ce que ça impacte de manière intéressante et de manière louable le logement, la construction, la fabrique du logement? Certainement, parce qu'on change tout un système. Mais là où il a raison Sharon, c'est que le problème, c'est pas le neuf. Le problème, c'est l'existant. Le neuf, il sera toujours performant, largement plus performant que l'existant. Donc, d'où
la régénération de l'existant, la transformation, comment trouver les outils, les moyens, les financements pour pouvoir faire en sorte, si on faisait juste 20-30% de réduction d'impact carbone de l'existant, ça serait largement plus efficace que tous les nouveaux projets concrets. Un mot de conclusion, justement, Sharon, pour poursuivre là-dessus, de metteur en ville, en fait. Vous êtes des metteurs en ville. Oui, on est des ensembliers urbains, on va se dire les choses. Un promoteur, c'est un généraliste qui met toutes ses compétences autour de la table. En amont, on a parlé notamment dans la régénération urbaine, il faut des capitaux, donc on a des investisseurs qui nous accompagnent, qui accompagnent Nexity, et on travaille avec les architectes évidemment, on met tous les corps techniques, les entreprises, etc. pour pouvoir produire le projet urbain. Et en aval, effectivement, on travaille aussi avec tous les exploitants, on parle d'usage, donc il faut des gens qui soient susceptibles et en capacité de pouvoir exploiter ces nouveaux usages. Donc nous, on croit beaucoup, de toute façon, il faut être pragmatique quand on est promoteur, et Nexity l'est, c'est-à-dire que il faut être très pragmatique. Je suis souvent invité dans les conférences où on me demande si le neuf est mort, vive la réhabilitation, etc. Non, je crois qu'on a un besoin qui est criant de logements abordables et de logements vertueux. Donc pour remplir et pour résoudre cette équation à multiples inconnus, il faut beaucoup de pragmatisme, et effectivement il faut faire de la régénération urbaine parce que cette matière existe et il faut la transformer, c'est vertueux de transformer cet existant. En même temps, en mode constructif, soit par la réhabilitation, parce que tout n'est pas réhabilitable, il faut le dire, je veux dire tout n'est pas transformable, etc. Donc pas d'oukase. Restons pragmatiques puisque l'enjeu est assez colossal. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Manal Rajdi, merci beaucoup. Merci Olivier. Sharon Elbaz, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.